Bonjour à tous, dans cette série sur les rois sans couronne, aujourd'hui on va parler d'Akiba Rubinstein qui était un joueur polonais, né en 1880 ou 82 selon les sources, c'est toujours un peu trouble dans cette période-là. C'était un joueur particulier puisque c'est le joueur qui aurait dû être sacré champion du monde par excellence et qui ne l'a pas été, et qui a dominé les échecs mondiaux dans les années 1910. C'était un joueur qui s'est battu avec des joueurs comme Lasker, avec Capablanca, avec d'autres grands noms des échecs mondiaux. Mais c'était un joueur un peu particulier pour plusieurs raisons, notamment puisqu'à l'époque c'était essentiellement des notables qui dominaient les échecs mondiaux, des ingénieurs, des médecins, des gens qui étaient un peu établis et qui avaient du temps pour se consacrer à l'étude du jeu. Lui c'est plutôt un joueur qui rencontre le jeu d'échecs de manière tardive, il était destiné à être rabbin. Il est né dans une famille très pauvre, une famille juive en Pologne qu'il avait prédestiné à être rabbin. Et finalement, il a choisi d'embrasser la carrière de joueur d'échecs de haut niveau, avec énormément de succès, puisqu'il est devenu, on pourrait dire, le numéro 2 mondial dans les années 1910, avec des victoires au tournoi de Saint-Pétersbourg. Il a été champion de Russie, il a remporté l'Open de Saint-Sébastien, qui est un des plus gros Open à l'époque. Et c'est surtout un joueur qui a laissé des bijoux à la postérité, dont on va discuter par la suite. C'est un joueur qui est très connu pour avoir un style plutôt positionnel. En général, c'est un joueur de D4. D'ailleurs, il a laissé une ouverture qui s'appelle Début Rubinstein sur D4. Mais c'est paradoxal, puisque c'est aussi un joueur qui est connu pour les finales, enfin sa science des finales de tour et sa technique incroyable en finale de tour. Or, dans les finales, on sait que ça repose plutôt sur du calcul. Il y a une part d'intuition, mais essentiellement du calcul qu'on pourrait plutôt rattacher à un style tactique, à un style de joueur plutôt combinatoire. Donc c'est assez paradoxal, les éléments qui fondent le style de ce joueur-là. Et c'est un joueur que moi j'affectionne particulièrement puisqu'il y a ce côté arrivé dans un monde où tout était un peu contre lui, il n'avait pas d'argent, il a découvert les échecs très tard, il a été formé par un très fort joueur polonais qui s'appelait Salveux, mais sur le tard, on en parlera dans une vidéo ultérieure, mais il a quand même réussi malgré tout à se hisser au sommet des échecs mondiaux. L'autre particularité, c'est qu'il avait plusieurs troubles psychiatriques, il souffrait énormément de plusieurs maladies. Alors on parle d'autisme, on parle de schizophrénie, je ne sais pas si les traductions sont exactes ou si tout a été correctement diagnostiqué à l'époque, mais il a dû se retirer de manière anticipée des échecs de haut niveau dans les années 1930 et en fait il est mort un peu dans l'anonymat. Alors la Fédération internationale lui a attribué le titre de grand maître dans les années 50, mais il était déjà retraité du jeu d'échecs. Et c'est bien dommage parce que c'est un joueur qui aurait mérité sa place dans la série, dans la lignée des champions du monde, et c'est donc pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Rubinstein, c'est donc un joueur auquel on pense tout de suite dès qu'on s'intéresse aux rois sans couronne, à tous ces joueurs qui auraient dû être sacrés champions du monde mais qui ne l'ont pas été pour plusieurs raisons. Et c'est un joueur qui aujourd'hui serait par exemple à plus de 2600 si on regarde les estimations qui ont été faites des joueurs du passé qu'on peut trouver en ligne. Et c'est un joueur auquel la Pologne a voulu rendre hommage aussi, puisqu'il y a une statue qu'on peut voir d'Akiba Rubinstein dans un parc d'une ville dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom. Tous ces éléments, ça fait que c'est un joueur particulier auquel beaucoup de gens restent très attachés encore aujourd'hui. On va donc passer à l'analyse de la partie entre Rubinstein et Emmanuel Lasker. Alors on est tout de suite en plein milieu de la partie, on est au 14e coup, les blancs viennent de jouer cavalier E3. Et ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que les blancs ont un pion central net de plus, c'est le pion en D4. Mais les noirs ont une petite pression sur le point en G2. On peut voir que les deux rois sont encore au milieu. Les noirs ont un fou, ce qui est quand même plutôt censé être un avantage dans le milieu de partie. Mais ici, Lasker va rentrer dans une séquence forcée qui n'était pas la meilleure idée pour les noirs dans cette position, puisqu'il avait le choix entre plusieurs coups en fait. Il avait le choix entre le coup de la partie qui est grand roc, dont on va discuter par la suite, mais aussi fou prend G2 pour récupérer son pion de moins. Mais on ne sait pas trop pourquoi il a opté pour la mauvaise option, il a opté pour grand roc, alors que les noirs pouvaient tout simplement jouer fou prend G2 et dérouler dans de bonnes conditions en fait, puisque là tour G1 c'est pas une menace le fait de se retrouver cloué comme ça sur la colonne G, peut-être qu'il a eu peur de ça, mais les noirs pouvaient s'en sortir en jouant dame A5 échec, dame D2, dame prend, roi prend et tout simplement fou E4. Et en fait il y a une petite subtilité ici, c'est que les blancs ne peuvent pas aller chercher le pion G7 comme ça, puisque les noirs joueraient tout simplement fou G6 et la tour en G7 reste enfermée et elle ne reverra jamais la lumière du jour, la tour en G7. Donc, si on revient à cette position-là, les noirs ont joué grand roc. Et ils auraient dû récupérer le pion G2, comme on vient de voir. Les blancs ont roqué, et les noirs ont joué tour E8. Et tour E8, l'idée, elle est évidente, c'est que les noirs viennent rajouter une pression sur le cavalier en E3 qui protège le mat en G2, qu'attaque la dame et le fou en C6. Et à première vue, ça peut faire peur, cette pression sur le cavalier en E3. Pourtant, c'est là que tout le talent de Rubinstein va se montrer, puisqu'il va jouer sur les coups intermédiaires pour forcer une transposition en finale de tour qui était son point fort, et il va transposer dans une finale qui est en fait gagnante pour les blancs, même si ça demande un peu de technique évidemment pour transformer. Et donc là, les blancs, plutôt que se soucier de la menace sur le point en G2,
ils vont juste continuer leur développement et jouer tour C1, qui est un coup qui mérite un point d'exclamation dans les bouquins d'échecs. L'idée de tour C1, c'est que si les noirs ne font rien et ne prennent pas une décision active tout de suite, les blancs vont jouer tour C5, attaquer la dame et repousser l'attaque des noirs. Peut-être que plus tard, ils pourront pousser D5, ils n'auront plus de problème dans cette position. Mais sur tour C1, les noirs avaient prévu de jouer tour prend E3, et peut-être que c'est là-dessus que Lasker s'est raté, puisque la séquence qui suit est forcée et plutôt à l'avantage des blancs. Tour prend E3, si on reprend tout simplement la tour, on se fait mater en G2. Et donc on a un problème avec les blancs. Mais en fait, l'idée de Rubinstein avec les blancs, c'était de jouer tour prend fou C6, échec, coup intermédiaire, pion prend, et dame C1. Dame C1, c'est un coup magnifique, c'est un coup, ce qu'on appelle un coup intermédiaire, c'est-à-dire que plutôt que reprendre tout simplement, il vient clouer cette tour qui ne peut pas partir sur la dame, et en même temps menacer le pion en C6 avec échec. Et donc au moment où on parle, les blancs ont quand même conservé leur pion de plus, ils vont récupérer la tour en E3 qui est clouée, et ils vont forcer la transposition dans une bonne finale. Les noirs jouent tour prend D4 pour récupérer au moins un pion prend E3, et là, à nouveau, un dilemme pour les noirs, puisque quand les blancs récupèrent en E3, on peut voir qu'ils attaquent à la fois le pion F7, mais aussi le pion C6 avec échec. Et donc c'est pas évident pour les noirs cette finale à gérer. S'ils jouent par exemple tour D6 pour protéger C6, les blancs jouent tout simplement tour prend F7 et ils ont une finale avec un pion net de plus. Et il y a aussi cet impact psychologique, puisque quand on sait qu'on joue contre la référence en matière de finale de tour, on n'a pas envie avec les noirs de se dire qu'on va se faire torturer avec un pion de moins en finale de tour pendant 50 coups, quoi. Et donc ici, dans cette position, les noirs, donc Lasker, les noirs ont joué tour D7. Tour D7, ça invite dame prend C6 échec, tour D8, et là maintenant il faut trouver un moyen de continuer l'attaque pour les blancs. Et cette position elle est compliquée, puisque avec les blancs on pourrait avoir peur de se faire attaquer soi-même si on bougeait et qu'on activait notre tour F1, on pourrait avoir peur de se manger un tour D1 échec ou un tour D2, mais en fait en reposant sur du calcul très sérieux et en étant sûr de soi, on peut arriver à contourner toutes les difficultés, à continuer l'attaque sur le roi noir ou à forcer les noirs à prendre une mauvaise décision, c'est-à-dire une transposition dans une finale de tour, ce qui n'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Et ici, vous pouvez poser la vidéo si vous voulez trouver le coup joué par Akiba Rubinstein avec les blancs. Le coup qui fait mal aux noirs, c'est tour F4. Tour F4, il y a plusieurs idées. À la fois, ça interrompt la pression de la dame sur le pion en E3, qui est notre seule faiblesse, c'est-à-dire on a un pion de plus, mais on a un pion isolé en E3, qui est un pion arriéré isolé, et donc il faut s'en occuper avec les blancs. Mais aussi, ça prépare une attaque contre le roi des noirs, puisque là, nos pièces pourront bien coulisser, on pourra jouer dame A8 échec, et ensuite, par exemple, tour E4 échec quand le roi va monter. On va pouvoir attaquer ce roi noir. Et donc la position elle commence à être compliquée pour les noirs ici. Et on peut regarder certaines variantes, on peut voir que dans la position, si les noirs jouent par exemple dame A5, et bien en fait on va continuer à harceler le roi noir, on va jouer dame A8 échec, on va extraire le roi, et on va jouer tour E4. Roi F6, dame C6 échec, roi G5, H4, et ça finit jamais en fait. Le roi va se faire mater dans l'angle parce qu'on a réussi à l'extraire dans la position. Autre petit point, si on revient à cette position-là, on voit que la menace est dame A8 suivi de tour E4 échec, et donc c'est important pour les noirs de trouver le seul coup qui interdit tour E4 échec. Ce coup-là, c'est ce qu'il a joué dans la partie, c'est F5. Sur F5, les blancs vont continuer à mettre la pression tout en défendant contre toutes les menaces qui pèsent sur eux. Il va jouer dame C5, qui est un petit coup subtil, on voit que ça reprotège le pion E3, et peut-être ça prépare des tours D4 un peu plus tard, aussi dans de bonnes conditions pour échanger les tours, peut-être pas tout de suite. Mais là, les noirs manquent de coups, en fait. C'est assez net. C'est-à-dire que s'ils jouent tour D1 échec pour essayer eux-mêmes d'attaquer les blancs, et le roi des blancs qui est plus abrité que celui des noirs, et c'est vraiment un facteur fondamental dans toute cette finale, on voit que les blancs peuvent juste simplement jouer roi F2, et quand les noirs vont continuer à attaquer tour D2 échec, roi E1, en fait, il n'y a plus moyen de poser un problème au roi des blancs qui en E1 est beaucoup plus safe que le roi D8 des noirs, et il n'y a plus d'échec dans la position. C'est-à-dire que si les noirs essayent de gagner en jouant dame prend G2, les blancs vont juste jouer dame A5 échec, et on voit que ça pose un problème immédiat puisqu'il y a une fourchette entre le roi et la tour D2 qui était trop faible dans le camp des blancs. Donc en revenant ici, dame C5, Lasker s'est dit quoi? Il s'est dit, mon roi est beaucoup moins safe que celui des blancs, je vais donc essayer d'échanger les dames, puisque si j'échange les dames, peut-être qu'il y a un dicton qui dit toutes les finales de tour sont nulles, peut-être que je pourrais réussir à accrocher la nulle dans cette fin de partie. Dame E7. Il n'en fallait pas plus à Rubinstein pour forcer la transposition, donc dame prend, roi prend, tour prend F5, il a momentanément deux pions de plus, mais il en repère un tout de suite, puisqu'on a tour D1 échec, roi F2, tour D2, et tour prend B2. Et là, on arrive dans une des positions clés de cette partie, et vous pouvez aussi poser la vidéo si vous voulez trouver le coup des blancs. Alors, comme souvent avec Rubinstein, c'est pas des coups, c'est pas un sacrifice de dame sur le petit roc avec un massacre tactique dans la foulée. C'est plus des petits coups pour écraser l'adversaire et l'empêcher de jouer. Et ici, en fait, on se retrouve avec deux choix, on va dire, pour les blancs.
soit jouer A3 ou A4, c'est-à-dire pousser notre pion qui est attaqué, soit jouer tour A5. Et c'est important de comprendre que tour A5, qui est le coup qu'a retenu Rubinstein, c'est le coup qui permet de transposer dans une finale gagnante pour de bon. Puisqu'après tour A5, on protège la faiblesse en A2, et en même temps, on vient créer une pression sur le point en A7. Avec échec, on menace d'être totalement gagnant avec 2 pions passés liés en plus dans la finale. Donc tour A5, tour B7, et là, autre coup important, et vous pouvez aussi prendre un peu de temps pour chercher, on veut essayer de faire en sorte que les noirs ne puissent absolument pas activer leur pièce dans la finale, puisque on sait qu'on a un pion net de plus, un pion passé, c'est le pion E3, ici, qui n'a plus d'adversaire en face, qui n'a plus de pion en face, et on sait que toutes les finales de roi sont gagnantes. Là, si on transpose en finale de roi, qu'on échange les tours, on est sûr de gagner la finale de roi. Donc avec tous ces éléments-là, on n'est pas obligé de se presser, en fait, on peut jouer de manière graduelle et étouffer complètement les noirs. Et donc là, Rubinstein a joué un excellent coup, il a joué tour A6. Tour A6, ça coupe, comme vous pouvez voir, ça coupe le roi des noirs qui peut accéder qu'à 2 rangées. En fait, il est limité à la 7e, à la 8e rangée. La tour fait de même, elle défend latéralement. Et défendre latéralement un pion isolé avec une tour, enfin, allouer la pièce la plus importante de l'échiquier à la défense d'un pion de l'aile, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire en finale de tour. Et donc tous ces éléments, ça fait que petit à petit, les noirs sont en train de se faire fixer, hein, comme on peut voir. Donc il faut jouer un coup, donc roi F8. Et là, c'est le moment où on va profiter du fait que les noirs soient en position de quasi-Zugzwang. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Zugzwang, c'est les positions où tous les coups sont perdants. Alors on en est loin, il y a encore plusieurs coups à disposition des noirs, mais ils n'ont plus d'idées pour aller de l'avant et pour jouer pour le gain, ils sont obligés de jouer des coups d'attente. Mais en fait, on va juste presser petit à petit. On va jouer E4, c'est ce qu'il a fait, tour C7, H4, et on va commencer à prendre l'espace sur le centre et l'aile roi et étouffer petit à petit les noirs. Donc on regarde la suite de la partie, on voit que les noirs peuvent que faire des allers-retours entre la 7e et la 8e rangée. Et dans cette position-là, on va commencer à prendre des cases là maintenant dans la moitié de terrain des noirs. Et donc les blancs jouent H5, et H5 c'est assez intéressant puisque ça veut dire que tous les coups de pion maintenant des noirs vont créer une faiblesse. Donc G6 c'est plus possible puisqu'on prendrait une fois avec le pion, puis une deuxième fois avec la tour, on gagnerait un pion. H6 ferait un trou sur la case G6. On aurait une case forte dans le camp des noirs à occuper, qu'on pourrait utiliser avec notre roi ou avec notre tour. C'est-à-dire qu'après H6, on pourrait jouer roi F5, roi G6, ou bien tour G6 tout de suite pour aller capturer G7 dans la foulée. Alors, H6, c'est le coup qu'il a choisi dans la partie. Roi F5. Alors, je reviens un peu en arrière. Dans cette position-là, si les noirs ne font rien, ne touchent pas à leur pion et qu'ils jouent par exemple roi F7, on peut quand même forcer un passage, puisqu'on va jouer roi F5, G5. Donc là, ce serait le scénario où les noirs font qu'attendre et ne touchent pas au pion. En fait, on va pousser tous nos pions sur la 5e rangée. Et là, comme vous pouvez voir, on va forcer un chemin en jouant G6. Et G6, c'est un très joli coup, puisque si les noirs prennent, on va jouer roi prend, et on va continuer à avancer en attaquant G7. C'est-à-dire que cette position-là, les blancs ont réussi à se dégager un chemin vers la seule faiblesse qui reste chez les noirs, c'est-à-dire le pion en G7, qui n'est pas protégé pour l'instant. Et l'autre option, c'est que si, dans cette position-là, sur G6, les noirs jouent le coup qu'ils ont envie de jouer, c'est-à-dire H6 pour tout fermer, il y a des jolis coups dans cette position. Par exemple, tour F6, qui est très très fort. Ça faudra cut. Si sur G6, les noirs jouent H6 pour fermer, c'est le coup qu'ils ont envie de jouer parce qu'ils ne veulent pas donner de passage aux blancs, en fait, on a des jolis moyens pour passer avec les blancs. On peut jouer tour E6 échec. Et quand le roi s'éloigne, tour F6, magnifique, sacrifice de tour. L'idée, c'est qu'on force un passage vers la case F7, donc les noirs sont un peu obligés d'accepter. Et s'ils prennent, on va juste jouer G7 et les pions vont rouler complètement sur les noirs. Parce que le roi est trop loin et la tour va devoir se sacrifier sur un des deux pions qui va reprendre en faisant dame et on aura une finale avec une dame de plus. Donc revenons à la position. Ici, les noirs ont fini par craquer, par toucher le pion H, qui était ce qu'ils n'avaient pas envie de faire. Ils ont joué H6, ils ont créé ce trou en G6. Et là, maintenant, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que les blancs jouent roi F5, menacent de jouer roi G6, roi F7 pour empêcher l'entrée du roi, E5, on progresse. En même temps, ce pion fait une bonne couverture contre les échecs latéraux que pourrait donner la tour en C5. Si la tour s'en va sur la dernière rangée, on gagne le pion A7 avec échec et on continue à avancer. Donc c'est catastrophique la position des noirs, ils n'ont aucun coup. Tour B7, tour D6. Et dans cette position, après une petite répétition, en fait, on peut voir que les noirs sont en situation, comme je vous l'ai dit précédemment, de quasi-Zugzwang, et les blancs se sont contentés de jouer A3, et Lasker a abandonné. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il n'y a plus de coups dans cette position sur A3. Si les noirs jouent... les noirs, ils ont leurs deux pièces, c'est-à-dire le roi et la tour, sont liés à la défense de G7 et d'A7. Donc leur tour doit rester sur la 7e rangée, comme je vous l'indique avec la flèche. Si la tour vient en C7, on la mange. Si la tour vient en D7, il y a E6 échec. Si la tour vient en E7, on joue E6 échec et ensuite on vient jouer tour C8 et on va mater comme ça.
Donc il n'y a pas de coup en fait dans cette position pour les noirs. Et le fait de jouer des coups d'attente comme A5, ça ne va pas régler les problèmes des noirs, puisqu'on va quand même continuer à pousser. On va jouer, par exemple, on peut jouer A4 et attendre et dire aux noirs qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez devoir jouer tour A7 ou des coups qui ne sont pas hyper agréables. Mais on va aussi jouer peut-être E6, et ensuite on va fixer les noirs encore une fois. C'est-à-dire qu'après E6, roi E7, on va jouer A4, et là il n'y a plus trop de coups pour les noirs. Si les noirs attendent et ils ne font rien, on va pouvoir passer avec notre roi, on va pouvoir jouer roi G6, et les noirs vont avoir du mal à garder leur position intacte, ils vont commencer à lâcher des pions, et très vite on va aller à dame avec les blancs. Akiba Rubinstein, moi c'est un joueur que j'aime particulièrement appeler, pour rigoler, le Andrea Pirlo des finales de tour, puisque c'est un joueur qui a un goût très prononcé pour les coups intermédiaires et les petits coups subtils, qui échappaient même à des joueurs d'un calibre du champion du monde de l'époque, Lasker ou Capablanca. C'est un joueur qui surnageait complètement dans le domaine des finales de tour, c'est même la référence aujourd'hui dans les bouquins de finales de tour que vous pouvez trouver. Et c'est ce qui fait que c'est un joueur qui laisse un goût amer un peu quand on pense à tout ce qu'il aurait pu accomplir, au fait qu'il aurait pu devenir champion du monde. Et c'est un joueur qu'on gagne beaucoup à étudier pour la technique en finale de tour, mais aussi pour sa maîtrise du jeu dans tous les domaines, et que je vous encourage à diguer un peu à la suite de cette partie.